Ok, alors aujourd'hui on part explorer un peu l'histoire d'une des trois grandes confédérations tribales berbères du Maroc. Souvent on les nomme, mais finalement on les connaît assez mal, hein. Les Sanaja. Oui, c'est vrai. On pense tout de suite aux Almoravides, bien sûr, Hmm, mais leur histoire, elle est beaucoup, beaucoup plus vaste et elle remonte bien plus loin, en fait. tout à fait. Aujourd'hui, on va essayer de se pencher un peu sur leurs origines, leur dispersion géographique, qui est assez incroyable d'ailleurs, et puis l'héritage qu'ils ont pu laisser jusqu'à nous. Hmm. Notre mission, si on peut dire, c'est de démêler un peu qui sont ces Sanajas, d'où ils viennent et quelles traces on peut encore voir aujourd'hui. C'est un vaste programme. Effectivement, historiquement, si on prend les chroniqueurs comme Ibn Khaldoun, il les classe parmi les trois familles berbères majeures, donc aux côtés des Masmouda et des Zenata. D'accord. Les deux autres étant plus Atlas et Nord. C'est ça. Eux, les Sanhaja, sont fondamentalement liés, historiquement, à l'immense espace saharien. Le Sahara. Faut imaginer les Sanheja, ou Znaga, comme on les appelle aussi parfois, comme des populations vraiment ancrées dans le Grand Sahara. Et attention, quand on dit Sahara, c'est pas juste le mot arabe pour désert, hein. Ah bon? Non, c'est un nom propre, un toponyme qui désigne historiquement toute cette étendue immense de la mer Rouge jusqu'à l'Atlantique. D'accord, un territoire, mais Gigantesque. qui devait donc être partagé par plein de peuples différents, j'imagine. Ah bah oui, tout à fait. C'est un espace de brassage forcément. On y trouve des groupes très très adaptés à cet environnement, par exemple ceux qu'on appelle aujourd'hui les Touaregs, Mhm. qui sont d'ailleurs considérés comme des Sanajas. Mais ils sont pas seuls, loin de là. Ils côtoient d'autres peuples nomades, des pasteurs importants, comme les Peuls par exemple. Ah oui, les pôles. Alors attention, faut préciser, les Peuls ne sont pas Sanajas. Mais ce sont des voisins importants dans cette région, nomades aussi, et présents sur une aire géographique énorme, hein, du Sénégal jusqu'au Cameroun quasiment. D'accord. Même l'origine du nom Sanaja ou Znaga, elle est débattue. Il y a une piste intéressante qui suggère que ça pourrait venir du berbère Isangagne. Ils en gagnent. Ça veut dire quoi? Ça signifierait les rouges. Peut-être en référence à une couleur de peau qui était perçue comme intermédiaire, ni tout à fait blanche, ni tout à fait noire. Ah, intéressant. Ouais. Et ça fait écho en fait à la grande diversité de teintes de peau qu'on observe au Maroc, un spectre très large, qui n'est pas forcément lié d'ailleurs à un statut social particulier. Cette histoire de rouge, c'est assez intriguant. Et que fait-on de ces noms très anciens qu'on lit parfois? Chez les auteurs grecs, romains, on entend parler de Gétule, de Garamante, Oui, ou même d'Autolol. Ça sonne presque comme une blague, Autolol. Il y a un lien possible? ça c'est le grand jeu des hypothèses. C'est vrai que ces noms antiques, souvent déformés par les Grecs et les Romains, ils posent question. Certains chercheurs avancent des pistes, mais bon, avec beaucoup de prudence, hein. Bien sûr. Par exemple, Garamantes. Ça pourrait avoir un écho lointain dans Igoramen. C'est un terme qui désigne plus tard une forme de sainteté liée aux Morabitines. Ah oui. Quant aux Autololés, bon, malgré leur nom un peu cocasse, oui, ils pourraient être connectés aux Bakuts ou Bakawat. C'étaient des chefs de tribu qui ont résisté à Rome après l'assassinat du roi Ptolémée de Mauritanie. D'accord. Mais voilà, ce sont des liens assez ténus, encore étudiés. Bon, laissons un peu les Romains de côté et revenons aux Saint-Ja eux-mêmes, si tu veux bien. Oui, d'accord. Alors, le moment où ils marquent vraiment l'histoire, où on les connaît le mieux, c'est bien leur association avec la dynastie almoravide au XIe siècle. C'est ça, exactement. La puissance almoravide, elle émerge d'une confédération de tribus Saint-Haja, des tribus venues du Sahara. Lesquels, par exemple? Des noms comme Lamtouna ou Goudala sont vraiment centraux. D'ailleurs, ces noms tribaux, ils n'ont pas disparu, hein. On en retrouve la trace aujourd'hui, par exemple, au Niger. Ah, d'accord. Et leur but premier, à ces tribus, c'était clairement stratégique. Prendre le contrôle des routes commerciales transsahariennes, les routes vitales qui menaient aux grands centres comme Gaos au sud, Sigil Massa, Agmat, plus au nord. Le nerf de la guerre, quoi. Exactement. Et cette prise de pouvoir, cette conquête, elle va entraîner une conséquence majeure, une véritable dispersion des groupes Sanaja. Ah oui. Bah oui, devenus l'élite d'un empire immense, ils vont s'installer, ils vont administrer, laisser des garnisons un peu partout sur le territoire contrôlé. Et ça couvre quoi? Ça couvre le Maroc actuel, bien sûr, mais aussi à l'Andalous, l'Espagne musulmane de l'époque. Oui. Et leur influence a pu s'étendre beaucoup plus loin, peut-être jusqu'en Libye, en Égypte, voire même au Tchad.
C'est énorme. C'est une expansion considérable, effectivement. Et est-ce qu'on a des preuves, des traces concrètes de cette dispersion sur le territoire marocain lui-même? On mentionne parfois un groupement Sanaja près d'Al-Hoceima, tout au nord, Oui, la zone de Lomta vers Oued-Noun dans le sud, tout à fait. et même un quartier Sanaja à Fès. C'est vrai ça? Précisément. Ces exemples, ils illustrent parfaitement cette dissémination. Du cœur du Sahara jusqu'au Rif, au bord de la Méditerranée, en passant par les grandes capitales impériales comme Fès. On voit bien l'ampleur du mouvement. Alors là, ça m'amène une question. Comment une identité qui est liée à des tribus nomades sahariennes d'il y a 1000 ans, comment ça a pu laisser des traces aussi longtemps? Surtout dans des villes comme Fès, où on imagine que les populations se sont énormément mélangées au fil des siècles. Ça paraît presque contre-intuitif. C'est une excellente remarque. Parce que oui, le brassage a été intense, évidemment, surtout en milieu urbain. Et pourtant, cette origine Sanja, elle a subsisté comme une sorte de marqueur historique. Et comment? Alors, plusieurs pistes. D'abord, par la langue et les accents. Même s'ils évoluent, ils peuvent conserver des traits très anciens. Ensuite, il y a les toponymes, les noms de lieux, qui gardent la mémoire d'une implantation. Ah oui, comme le quartier de Fès, par exemple? Voilà. Et enfin, les noms de tribus ou de quartiers eux-mêmes. Même si la population actuelle du quartier Sanaja de Fès est sûrement très diverse aujourd'hui, le nom, lui, il rappelle une fondation, une présence historique significative de ce groupe à un moment donné. C'est un indicateur. Parlons-en justement de la langue Sanaja. Oui, alors, la langue Sanaja, qu'on appelle parfois Taznajit ou Znaga, les linguistes, surtout à l'époque coloniale, ils ont souvent divisé les parlers berbères en trois grandes familles, un peu schématiquement. Tachelite dans le sud-ouest, Tamazite au centre, dans l'Atlas, et Tarifite dans le nord, le Rif. D'accord. Bon, cette classification, elle est aujourd'hui un peu nuancée par les linguistes modernes, mais le parler Sanaja ou Znaga est reconnu comme une branche importante de la famille berbère. Et elle existe encore, cette langue? Alors, oui et non. Le Zanaga est encore parlé, mais par très très peu de locuteurs, sur les rives du fleuve Sénégal, en Mauritanie. Ce sont les Zanagouya, Ah, d'accord, c'est très localisé. très localisés et en danger malheureusement. Mais on trouve aussi ce que les linguistes appellent un substrat Sanaja, c'est-à-dire des traces anciennes de cette langue, dans certains parlers berbères actuels, au Maroc notamment, dans le Moyen Atlas et dans le Sud-Est. Donc, si on pousse un peu le bouchon, un descendant de Sanaja qui serait installé près d'Al-Hoceima, un autre dont la famille viendrait de Libye, et un locuteur Zanaga du Sénégal, ils pourraient avoir une lointaine base linguistique commune? Théoriquement, Théoriquement, oui. sur le fond, il y aurait une parenté linguistique originelle, très ancienne, mais attention, après 1000 ans d'évolution séparée, les accents seraient radicalement différents. J'imagine, oui. L'histoire locale, les contacts avec d'autres langues, tout ça, ça façonne la prononciation, le vocabulaire. Déjà, rien qu'au Maroc, si on prend l'accent des Sragna, près de Marrakech, une région liée historiquement au Sanaja, il est très différent de celui des Zemmour, dans le Moyen Atlas, qui sont aussi considérés comme ayant des origines Sanaja, issues de cette migration vers le nord. Pour une oreille un peu attentive, ces variations sont très nettes. D'accord. Et un cas particulièrement intéressant, c'est celui des Touaregs. Ah oui. Leur langue, le tamashek, est classée par les linguistes comme un parler Sanaja. On a longtemps eu cette image un peu romantique d'une langue pure, préservée par l'isolement du désert. Oui, on entend souvent ça. Mais les recherches plus récentes montrent que le tamashek est en fait très perméable aux langues voisines. Le haoussa, le peul, le songhai, le bambara. Il y a beaucoup d'emprunts. Ça illustre bien qu'aucun groupe n'est jamais une île. Les échanges des influences, c'est constant. C'est une bonne piqûre de rappel contre les mythes de la pureté. Et absolument. Et pour boucler un peu la boucle dynastique, il faut noter que même plus tard, après les Almoravides, les Ouattacides qui succèdent aux Mérinides au Maroc, Oui. eh bien, ils sont souvent considérés comme issus de groupes Sanadja du Nord, qui s'étaient ralliés aux Mérinides auparavant. Donc l'empreinte Sanadja ne s'efface pas complètement avec la fin de l'Empire almoravide. C'est fou cette persistance. Alors, si on dépasse un peu la langue et la politique, qu'est-ce qui ressort de la culture Sanaja, en particulier celle qui puise vraiment ses racines dans le Sahara? Alors là, on touche à quelque chose de très marqué par cet environnement désertique, forcément. Le mode de vie traditionnel, c'est le nomadisme ou le pastoralisme, bien sûr. L'élevage y est central. Le dromadaire, j'imagine. Le dromadaire, évidemment, l'animal roi du désert, mais aussi les chèvres, les moutons adaptés. Et puis l'habillement est aussi un signe distinctif fort, le fameux litam.
Ah oui, le voile des hommes bleus, comme on dit parfois. Voilà, ce voile facial masculin, souvent de couleur indigo chez les Touaregs, d'où le surnom, on le porte sur une aire géographique immense, depuis la région de Rachidia au Maroc jusqu'à Tombouctou au Mali et bien au-delà. Sa fonction première, elle est évidente, c'est pratique. Protéger du sable, du soleil, du vent. Logique. Oui, mais il y a aussi des dimensions symboliques fortes. Chez les Touaregs, par exemple, couvrir la bouche, c'est parfois interprété comme une manière de contenir les souillures potentielles qui peuvent en sortir, les paroles blessantes, les médisances, ce genre de choses. Ah, c'est intéressant ça. Une forme de retenue symbolique. C'est ça. C'est une conception qui leur est propre, en tout cas très marquée chez eux. Un autre aspect qui revient souvent dans les discussions et qui interpelle pas mal, c'est le statut des femmes. On dit qu'il était apparemment plus libre dans certaines de ces sociétés Sindjaha, sahariennes. On lit même que ça a pu être une source d'incompréhension, voire de conflit avec les Almohades, réputés plus stricts, qui leur ont succédé. Oui, c'est un point qui est assez bien documenté, notamment grâce à des témoignages comme celui du grand voyageur Ibn Battuta, au XIVe siècle. Ah, Ibn Battuta. Qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte une scène assez savoureuse vécue à Walata, en Mauritanie actuelle. Il est invité chez le cadi, le juge local. Et un jour, il rentre avec son hôte et il trouve l'épouse du cadi en pleine conversation, avec un autre homme. Oula! Ibn Battuta est scandalisé. Venant du Nord, avec des mœurs urbaines plus, disons, cloisonnées pour les femmes, ça le choque. Mais le cadi, lui, est très calme. Il ne voit absolument aucun problème. C'est un ami de la femme, ils discutent tranquillement. Et alors? Et il lui explique ça? Oui, il explique à Ibn Battuta que les mœurs des citadins du Nord sur la réclusion des femmes, ce ne sont pas les leurs. Que chez eux, la confiance prime et que sa femme a sa propre vie sociale. C'est assez révélateur d'un contraste culturel. Carrément. Et il y a d'autres exemples? Oui, on trouve aussi des récits, peut-être plus anecdotiques, mais quand même, qui évoquent des femmes qui, dans certaines traditions sahariennes, célébraient leur divorce. Une fête pour un divorce? Oui, ça peut paraître étonnant, mais ça met en lumière ce contraste potentiel entre des systèmes nomades ou sahariens et les normes des sociétés sédentaires et urbaines du Nord. Ces dernières pouvaient, sur certains aspects sociaux, paraître paradoxalement plus contraignantes pour les femmes, malgré leur développement urbain. Bon, ce sont des observations générales, faut pas généraliser à outrance, mais ça signale quand même des différences notables. Mhm. C'est fascinant. Et il y a un autre phénomène important qui émerge après que les Sandjas perdent le pouvoir politique central avec la chute des Almoravides. Quoi donc? C'est le développement du maraboutisme, beaucoup de lignées de morabitoun, ces personnages vénérés pour leur piété, leur savoir religieux, qui ne revendiquent pas forcément une descendance chérifienne, c'est-à-dire du prophète. Oui, les saints locaux, en quelque sorte. En quelque sorte, oui. Eh bien, beaucoup de ces lignées sont d'origine Sandja. C'est comme si une forme d'influence spirituelle et sociale prenait le relais du pouvoir politique direct. Et ça précède la grande vague des confréries soufis, les Zaouïas, qui deviendront très puissantes plus tard sous les Saadiens et les Ouattassides. Je vois. L'influence qui se transforme, qui prend d'autres formes. Et aujourd'hui, alors, concrètement au Maroc, qu'est-ce qui reste de cet héritage Sandjaha dans la culture de tous les jours? Est-ce qu'on peut encore le toucher du doigt, si je puis dire? Oui, oui, l'héritage est là, parfois de manière très évidente, parfois de manière plus subtile. Prends la musique et la danse, par exemple. L'aïdous. Ah oui, l'aïdous. Cette danse collective, souvent en ligne ou en cercle, avec des chants, elle est considérée comme typique des groupements d'origine Sanaja, surtout dans le Moyen Atlas et le Sud-Est. Elle se distingue assez clairement d'une autre grande danse berbère, la Ouatch, qu'on associe plutôt au groupe d'origine Masmouda, dans le Sud-Ouest. C'est un marqueur culturel assez net, donc. Assez net, oui, pour qui connaît un peu. Côté artisanat aussi, ce qu'on appelle souvent l'artisanat saharien porte une forte empreinte Sanaja, avec des influences touareg visibles, bien sûr, le travail du cuir, certains motifs géométriques très spécifiques, les bijoux en argent, ce sont des savoir-faire qui se transmettent. D'accord. Et la langue? On a dit que le parler Sanaja avait beaucoup régressé. Oui, mais on en retrouve un écho puissant dans le hassania. Le dialecte arabe parlé au Sahara? Exactement. Le hassania a absorbé une quantité impressionnante de vocabulaire sanja ancien. Surtout pour tout ce qui concerne la vie nomade. Les termes liés au dromadaire, ses maladies, son équipement, les différentes sortes de dunes, les plantes du désert, l'organisation de la tente. C'est une sorte de conservatoire lexical du monde nomade sanja. C'est incroyable ça. La langue arabe qui préserve du berbère Sanja. C'est souvent comme ça que ça se passe. Les langues s'enrichissent mutuellement. Et puis, il ne faut pas oublier l'alimentation. Ah oui, quoi?
par exemple? Historiquement, la céréale de base pour beaucoup de Sanja, ce n'était pas le blé ou l'orge comme plus au nord. C'était le mil, appelé ilan ou bouchna en berbère. Le mil, on en mange encore? Très peu au Maroc. Aujourd'hui, malheureusement, il a été largement supplanté par le maïs venu des Amériques et puis par le blé et l'orge. Mais le mil reste une céréale absolument essentielle au Mali, au Niger, au Sénégal voisin. Et avec ce mil, on faisait quoi? Des soupes, des bouillies, la fameuse chicha et sans doute des formes anciennes de couscous. D'accord. Et ça rejoint ce qu'on disait sur le mode de vie nomade. On apprend aussi que les Almoravides, et les nomades en général, ne consommaient pas de pain tous les jours, contrairement aux sédentaires. Tout à fait. La fabrication quotidienne du pain, ça demande une logistique, un four, du temps. C'est moins adapté à la vie nomade, même s'il existe des techniques de cuisson dans le sable, le pain des sables. Oui, la tagula. Exactement. Mais au quotidien, on privilégiait souvent des plats plus faciles à préparer en grande quantité, ou plus rapides. Des soupes, des bouillies et le couscous. Mais attention, Oui. faut nuancer l'image qu'on a aujourd'hui du couscous, de fête, très riche, avec 7 légumes, plusieurs viandes. Historiquement, c'était très souvent un plat de base, très fréquent, simple, nourrissant. Préparé avec les légumes qu'on avait sous la main, pas forcément de la viande tous les jours. Un plat pratique, en fait. Extrêmement pratique. Tellement pratique qu'on raconte même qu'il était préparé sur les bateaux lors de longues traversées en mer. Facile à conserver la semoule, facile à cuire à la vapeur pour nourrir tout un équipage. Même les pirates en mangeaient, dit-on. Incroyable, le couscous des pirates. Peut-être pas tout à fait comme ça, mais ça montre la praticité du plat. Bon, eh bien, ce parcours à travers l'histoire des Sanjaha nous brosse un portrait vraiment riche. On voit un peuple saharien absolument fondamental. Leur moment de gloire avec les Almoravides a laissé une empreinte indélébile, bien sûr, sur le Maroc, sur Al-Andalus, mais leur héritage va bien au-delà de ça. Absolument. On le décèle dans la langue, dans les accents régionaux, dans des danses comme l'Aïdus, dans l'artisanat saharien, même dans certains aspects sociaux comme le statut historique des fins dans certaines communautés, et jusque dans le vocabulaire de Hassania qui garde cette mémoire du nomadisme. C'est passionnant. Oui, et ce qui est peut-être le plus frappant finalement, c'est de constater comment ces liens très anciens qui ont été tissés il y a plus d'un millénaire par des groupes comme les Sanjara, des liens qui s'étirent de la Libye au Sénégal et qui ont essaimé jusqu'au nord du Maroc, comment ces liens continuent d'avoir des échos aujourd'hui. Hmm. Et ça amène peut-être à une réflexion un peu plus large pour finir. En quoi est-ce que la reconnaissance de ces racines communes, profondes, qui, elles, se moquent bien des frontières politiques modernes, en quoi cette reconnaissance pourrait nourrir une meilleure compréhension des identités complexes et de l'héritage partagé des sociétés nord-africaines et sahariennes actuelles? C'est une question ouverte, je pense.